Dans la petite ville de Harlow, dans le Maine, le jeune Cray vit avec son père, qui est constamment d'humeur bleue depuis le décès de sa femme. Ils vont à l'église ensemble, tous les dimanches sans faute, et Cray est souvent autorisé à lire la Bible à tout le monde dans le cadre du service. C'est au cours d'une de ces nombreuses messes que le milliardaire antisocial et maire d'Harrigan remarque Cray et décide plus tard de lui rendre visite pour lui faire une offre d'emploi. Comme ses yeux lui font défaut, il veut embaucher le garçon pour lui lire des livres. Cray ne sait pas pourquoi il a été choisi parmi d'autres enfants de la ville qui sont des lecteurs plus intelligents ou meilleurs, mais il n'est pas sur le point de laisser passer l'occasion de rapporter de l'argent supplémentaire à la maison. Le manoir de Harrigan est à la périphérie de la ville et Cray s'y promène 3 fois par semaine pour lire à Harrigan et boire du thé préparé par la gouvernante Edna. Certains des livres sont avancés pour son âge, mais Cray apprend lentement à les comprendre et apprécie les discussions philosophiques qu'ils apportent à la table. Il aime aussi regarder autour des pièces chics du manoir et de la collection de fleurs de Harrigan, mais il y a un placard verrouillé dans lequel il n'est pas autorisé à regarder car, selon Harrigan, il regorge de terribles secrets. Parfois, Cray fait aussi des petits boulots dans la maison, comme pelleter la neige du porche, mais quand il s'agit de journaux, Harrigan les lit lui-même pour se tenir au courant des nouvelles financières. Plus Cray passe de temps avec Harrigan, plus il devient curieux du passé de l'homme, alors un après-midi, il finit par céder et le recherche sur Google. Il s'avère que Harrigan était un homme d'affaires connu pour être impitoyable et pour ses prises de contrôle hostiles, ce qui signifie qu'il n'est pas très apprécié en général. Il ne s'est jamais marié ni n'a eu d'enfant, et les quelques parents qu'il a ne s'entendent pas non plus avec lui, ce qui signifie qu'il vit une vie très solitaire. Puisque Cray s'est toujours senti coupable de la mort de sa mère, il sympathise avec Harrigan plus qu'il ne le devrait. Maintenant que Cray travaille pour lui, Harrigan lui envoie une carte, avec un ticket de loto pour la Saint-Valentin, Thanksgiving, Noël et l'anniversaire de Cray, mais il ne gagne jamais rien. 5 ans passent, et alors que Cray devient adolescent, son âge ne l'a jamais empêché de venir toujours chez Harrigan 3 fois par semaine pour lire, n'ayant manqué qu'un seul jour, où il a attrapé la grippe. Bien qu'il était malade à ce moment-là, Cray se sentait toujours coupable, car il soupçonne que leur temps ensemble est le point culminant de la semaine de Harrigan. Parce que Harlow n'a pas de lycée, Cray doit prendre un bus pour la ville la plus proche, tous les jours quand son heure d'y assister arrive enfin. C'est un choc pour un enfant d'une petite ville, comme lui d'apprendre les clics et les règles sociales, d'autant plus que la plupart des habitants ont des téléphones et lui non, mais il réussit quand même à se faire des amis. La partie la plus choquante de son premier jour, cependant, est d'être approché par un tyran appelé Kenny, qui s'attend à ce que Cray cire ses chaussures dans la salle de bain, parce que c'est le travail du débutant. Cray refuse, et lorsque leur conversation devient une dispute, Madame Harley surveille, mais Cray n'est pas un mouchard, et lui dit que tout va bien. Malheureusement, Kenny ne voit pas cela comme un bon geste, et une fois que le professeur est parti, il promet toujours à Cray un mauvais moment à l'avenir. Lorsque Cray rentre à la maison après les cours, il ne mentionne pas l'incident à son père et demande un téléphone à la place, mais il refuse. La prochaine fois que Cray se rend chez Harrigan, il lui demande s'il a déjà rencontré des intimidateurs ou des personnes qui ont essayé de profiter de lui au travail pour pêcher des conseils. Harrigan explique qu'il l'a fait et qu'il les a tous durement traités. Quelques mois passent et quand Noël arrive, Cray reçoit 2 merveilleux cadeaux. Son père lui offre enfin un téléphone et le ticket de loto de Harrigan lui rapporte 3000 $. Le premier appel de Cray est à Harrigan, afin de le remercier pour le cadeau, et Harrigan explique que c'est juste un petit quelque chose qu'il fait pour chaque personne, qu'il appelle un ami. Avoir un téléphone permet à Cray de s'asseoir avec les enfants populaires, et de se connecter avec une jolie fille pour laquelle il a le béguin. Se faire de nouveaux amis ne l'empêche pas d'aller toujours chez Harrigan, et cela incite le vieil homme à demander à Cray pourquoi il continue de venir même s'il peut avoir une vie sociale maintenant. Ainsi, Cray explique qu'il ne vient pas à cause d'un sentiment d'obligation, il apprécie vraiment son temps en compagnie de Harrigan, ce qui fait pleurer Harrigan. Après avoir entendu une question aussi triste, Cray convainc son père de ne pas mettre tout l'argent du loto dans le fonds de son université et en utilise une partie pour acheter un téléphone pour Harrigan. Au début, le vieil homme n'en veut pas parce qu'il a peur d'en devenir accro, c'est pourquoi il n'a pas non plus de télévision ni de radio. Mais il change rapidement d'avis lorsque Cray lui montre qu'il peut suivre la bourse et l'actualité en temps réel au lieu de devoir attendre le journal du lendemain. Dès lors de chaque visite, Cray enseignait à Harrigan de nouvelles façons d'utiliser le téléphone avant de se lancer dans la lecture. Cela comprend la configuration de son message vocal et le choix d'un surnom, qui est Pirate King, parce que les journaux l'appelaient ainsi.
Cray demande également à Harrigan sa chanson préférée à mettre comme sonnerie. Au fil des semaines, Harrigan devient accro au téléphone et ignore parfois la lecture de Cray, mais heureusement, il est facile de le remettre sur les rails. Cray commence à s'inquiéter un peu quand Harrigan commence à avoir besoin d'un réservoir d'oxygène pour dormir et se demande pourquoi Harrigan a choisi de vivre dans une si petite ville loin des soins plus avancés, incitant Harrigan à avouer qu'il voulait vivre dans un endroit où les gens ne demandent pas chose de lui. En retour, Cray explique qu'il aimerait déménager dans la grande ville pour devenir scénariste. Harrigan n'approuve pas, parce qu'il y a toujours des ennemis qui vous gênent dans ce genre d'affaires, et fait promettre à Cray que s'il s'engage un jour dans cette carrière, il enverra tous ses ennemis à la hâte, et sans aucune culpabilité. Cray est impressionné par le fait qu'Harrigan peut encore se tenir au pouvoir même dans cet état d'affaiblissement, mais il se sent aussi mal pour Harrigan, parce qu'il a trouvé un tiroir plein de billets de loto, ce qui signifie qu'il n'a pas beaucoup d'amis à qui les envoyer. Quelques jours plus tard, Cray vient au manoir, pendant qu'Edna a sa journée de congé, et se laisse entrer, après que Harrigan a mis trop de temps à ouvrir la porte. Malheureusement, ce n'est pas le téléphone qui le distrait, mais quelque chose de pire. Harrigan est mort sur sa chaise, avec son téléphone à la main. C'est une image très dérangeante et bouleversante à trouver, et cela frappe plus durement Cray quand il attrape le téléphone, et découvre que Harrigan était sur le point de l'appeler. En pleurant, Cray appelle son père à l'aide avant d'honorer la vie de Harrigan, avec sa citation littéraire préférée. Une ambulance et la police viennent s'occuper de tout, et au moment où Cray rentre chez lui le soir, il est tellement fatigué qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il avait également apporté le téléphone de Harrigan. Comme un dernier adieu à son meilleur ami, Cray envoie un SMS au téléphone de Harrigan disant qu'il va manquer leur après-midi ensemble. Le jour des funérailles, peu de gens sont présents, mais Cray lit quand même un passage de la Bible et met le téléphone de Harrigan à l'intérieur du costume qu'ils ont mis sur le corps. Harrigan est enterré près de la mère de Cray, qui reçoit la visite hebdomadaire de son père, mais Cray lui-même n'est venu qu'une seule fois, parce que ce serait accepté qu'elle soit partie pour toujours. Une fois l'enterrement terminé, Cray reçoit une enveloppe de l'homme en charge des finances de Harrigan, avec une lettre du vieil homme expliquant ce qu'il lui a laissé dans son testament. Bien que Harrigan n'approuve pas le choix de carrière de Cray, il voulait toujours le soutenir, alors il lui a laissé 800 000 $ en fiducie pour couvrir l'université et tout travail de 3e cycle qu'il pourrait choisir. La partie la plus choquante est un PS disant que Harrigan manquera aussi leur après-midi ensemble, comme s'il répondait au SMS de Cray, et bien que Cray veuille le blâmer sur une coïncidence, il ne peut s'empêcher d'y penser. Plus tard au cours d'une nuit orageuse, il appelle la messagerie vocale de Harrigan et lui laisse un message le remerciant pour le cadeau, mais admettant également qu'il le rendrait s'il pouvait à nouveau avoir son ami, car il lui manque. Le lendemain matin, Cray se réveille pour trouver le message le plus effrayant sur son téléphone. D'une manière ou d'une autre, Harrigan lui a répondu par SMS, bien que la réponse ne soit qu'un tas de lettres aléatoires. Effrayé à l'idée qu'ils ont peut-être enterré Harrigan vivant, Cray demande de l'aide à son père, mais son père explique que c'est probablement un farceur qui a cloné le numéro. Harrigan ne peut pas être en vie, car l'hôpital a fait une autopsie complète avant de libérer le corps pour les funérailles. Cette explication n'est toujours pas suffisante pour Cray, qui visite le cimetière et appelle le téléphone de Harrigan pour paniquer à nouveau lorsqu'il entend la sonnerie provenant de sa tombe. Ensuite, Cray se rend chez Harrigan et prend le thé avec Edna, qui confirme qu'Harrigan lui a également laissé de l'argent, ainsi qu'au jardinier. Elle convient également que Harrigan était un homme bon, mais vous ne vouliez pas l'avoir de votre mauvais côté. Par exemple, le jardinier précédent lui a volé, et Harrigan le lui a fait regretter. Après avoir refusé de donner des détails, Edna permet à Cray de prendre quelque chose pour qu'il puisse se souvenir de Harrigan, et Cray prend l'une des fleurs préférées de Harrigan. Peu de temps après, la maison de Harrigan est mise en vente et Edna est autorisée à rester pendant ce temps pour s'occuper de l'endroit. Une fois qu'il se sent mieux, Cray retourne à l'école et apprécie réellement ses cours, en particulier grâce à Madame Haar, qui est une enseignante incroyable et solidaire. Kenny ne le dérange plus beaucoup et finit par être expulsé pour avoir vendu de l'herbe sur le campus. Ce n'est pas Cray qui l'a dénoncé, mais Kenny pense toujours qu'il l'a fait. Les choses s'améliorent encore lorsque Cray assiste à la danse d'hiver avec son béguin, mais la nuit parfaite est gâchée lorsque Kenny se présente à nouveau à l'école pour battre Cray, pour avoir dénoncé et menacé de le tuer s'il en parlait à quelqu'un. C'est Monsieur Haar qui le retrouve quelques instants plus tard, et elle soupçonne Kenny de l'avoir fait, mais Cray le nie, parce qu'il veut obtenir son diplôme sans plus de problème. Lorsque Cray rentre à la maison, il refuse de discuter de ce qui s'est passé, ce qui incite son père à souligner qu'il doit parler à quelqu'un au lieu de refouler ses sentiments.
Suite à ce conseil, Cray décide d'appeler le téléphone de Harrigan et de partager ses craintes avec la messagerie vocale. Le lendemain matin, toute la ville est secouée par la dernière nouvelle. Kenny a été retrouvé mort. Cray ne peut s'empêcher de se sentir submergé par la culpabilité lorsqu'il voit la famille de Kenny en deuil, réalisant qu'eux-mêmes, les intimidateurs ont des gens qui les aiment. Il n'arrête pas d'y penser le reste de la journée, et cela le distrait pendant ses cours. Alors Madame R lui parle après les cours pour le réconforter et lui rappeler de ne pas se blâmer. Comme elle a toujours été si compréhensive, Cray aborde le sujet des fantômes, et Madame R admet qu'elle n'aime pas jouer avec des choses, comme les planches Ouija et autres, parce que sa grand-mère lui a toujours appris que tous les fantômes ne sont pas sains. Plus tard dans la journée, Cray visite l'endroit où vivait l'ancien jardinier de Harrigan, et un voisin lui explique que l'homme a mis fin aux choses dans son camion, lorsqu'il lui est devenu impossible de trouver un nouvel emploi, après que Harrigan l'ait renvoyé. La curiosité de Cray l'emporte sur lui et le fait vérifier le dit camion pour s'énerver encore plus, lorsqu'il trouve un billet de l'auto à l'intérieur. En sortant, Cray voit des graffitis sur la porte du garage, qui n'étaient pas terminés, mais qui étaient clairement une insulte envers Harrigan. Dans la soirée, Cray appelle le téléphone de Harrigan pour lui demander de lui envoyer un signal s'il a vraiment quelque chose à voir avec la mort de Kenny, et dès qu'il raccroche, son téléphone sonne avec le numéro de Harrigan et reçoit un autre message qui ne fait rien sens. Le lendemain, Cray partage ce qui s'est passé avec le prêtre local sous le sceau de la confession, mais le prêtre est d'accord avec le père de Cray et pense que quelqu'un a cloné le numéro de téléphone pour une farce. Essayant de faire en sorte que Cray se sente moins coupable, le prêtre partage les détails de la mort de Kenny. Il avait beaucoup bu cette nuit-là, et lorsqu'il a essayé de se faufiler hors de la maison, il a glissé et est tombé, ce qui signifie que c'était un accident. Ce que le prêtre ne sait pas, cependant, c'est que la bouche de Kenny était pleine de cirage. Le prêtre conseille à Cray de repenser sa relation obsessionnelle avec son téléphone, et Cray fait exactement cela en allant au magasin et en obtenant un nouveau modèle mis à jour. Le commis qui configure tout pour lui explique que les messages étranges auraient pu être bloqués dans le logiciel, connu sous le nom de fantôme dans la machine. Tous les contacts sont transférés sur le nouveau téléphone, et lorsque Cray essaie d'appeler Harrigan cette fois, cela ne fonctionne pas, alors il suppose que c'est enfin terminé. Dès son arrivée chez lui, Cray jette le vieux téléphone à la poubelle, mais il le regrette vite, et le range dans une boîte pleine de petits souvenirs, qu'il cache dans son placard. Avec la tragédie de Kenny, et son amitié avec Harrigan toujours présente à l'esprit, Cray obtient son diplôme d'études secondaires, et est accepté dans une université de Boston. Le jour où il quitte la maison, il pense qu'il pourrait voir sa mère lui dire au revoir à côté de son père. La vie universitaire est en fait formidable et Cray aime être entouré des sujets qu'il aime, mais il ne s'écoule pas longtemps avant que la tragédie ne frappe à nouveau. Un soir, il reçoit une terrible nouvelle de son père. Madame R est décédée dans un accident de voiture causé par un ivrogne innommé Dan. Dévasté, Cray rentre immédiatement chez lui pour assister aux funérailles de Madame R et garder un œil sur le procès de Dan, qui est à la fin la plus décevante. Le gars a eu de nombreuses arrestations pour conduite en état d'ébriété dans le passé et n'avait même plus son permis, mais il évite encore une fois la prison en promettant de faire une cure de désintoxication à la place. Ce résultat enrage Cray, qui se précipite dans sa chambre d'enfance pour récupérer son ancienne boîte, et en fouillant son placard, il trouve une vieille couronne de fleurs que sa mère lui avait fait quand il était enfant, et il s'est également caché après sa mort. Même ce petit souvenir ne suffit pas à le réconforter, et une fois qu'il a retrouvé son ancien téléphone dans la boîte, il appelle le numéro de Harrigan et laisse un message sur la messagerie vocale demandant la mort de Dan. L'appel est passé dans un moment de fureur aveugle, et après que Cray se soit calmé et ait repris sa routine habituelle, il ne peut s'empêcher de se sentir coupable de ce qu'il a fait, recherchant constamment le nom de Dan sur Google pour s'assurer qu'il va toujours bien. Quelques jours plus tard, la peur de Cray devient réalité lorsque la mort de Dan apparaît dans le journal, bien que la cause soit toujours sous enquête. Déterminé à découvrir la vérité, Cray conduit jusqu'au centre de désintoxication et se fait passer pour un journaliste, pour payer une infirmière, pour obtenir des informations. On pense que Dan l'a fait à lui-même, parce qu'il a été retrouvé sous la douche, avec une demi-barre de savon dans la gorge, et du shampoing a été trouvé lors de l'autopsie qui indiquait qu'il l'avait avalé pour faciliter le passage du savon. Ce qui rend l'incident encore plus troublant, c'est le fait que le savon était de la même marque que celle utilisée par Madame R, et la note laissée par Dan était une citation de la chanson préférée de Harrigan. Dès que l'infirmière a fini de donner les détails, Cray retourne à sa voiture et a une panne totale sur le fait qu'il est maintenant un meurtrier.
Lorsqu'il retourne dans son ancienne maison plus tard, Cray trouve un autre message étrange de Harrigan. Il se souvient qu'après sa mort, il a finalement jeté un coup d'œil à l'intérieur du placard secret et a découvert que le contenu n'était que des souvenirs de l'enfance de Harrigan, en particulier de sa mère décédée. Cray pense que Harrigan a toujours été aussi seul que lui, et c'est pourquoi il continue d'essayer de rester en contact. Alors il visite la tombe de Harrigan, et se demande si ces messages étaient une façon pour Harrigan de dire à Cray d'arrêter. Après avoir remercié Harrigan pour tout, et s'être excusé auprès de sa mère en larmes, Cray court vers la carrière de la ville, envisageant de mettre fin aux choses pour lui-même. Heureusement, il voit la clarté avant de faire quelque chose de stupide et jette son ancien téléphone dans la rivière à la place, permettant à Harrigan de reposer enfin en paix. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.